Je roulais vers la maison qui avait autrefois été le cœur de notre famille. Après la mort de ma femme, c'était devenu mon seul refuge, un endroit où les murs semblaient encore retenir son souffle et où l'eau près du quai reflétait encore sa présence. Mais en tournant dans la rue familière, j'ai réalisé que des pas étrangers avaient déjà effacé les miens. Ce que j'ai vu sur le porche a marqué la fin de la vie que j'avais connue et le début de quelque chose que mon fils n'aurait jamais pu imaginer. Si cette histoire a touché votre âme, cliquez sur « S'abonner » et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Je suis vraiment curieux de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Harold Whitman. J'avais 74 ans l'automne où je suis retourné à la maison du lac. Retraité depuis près d'une décennie, j'avais passé la majeure partie de ma vie comme professeur d'histoire au lycée à Eau Claire, dans le Wisconsin. Après le décès de Marianne, la maison en ville a perdu sa chaleur. Les rideaux ne bougeaient jamais. Les chaises semblaient intactes. Même le vent semblait plus silencieux. Alors, en octobre, j'ai décidé de retourner au seul endroit qui m'avait jamais semblé vraiment mien et sien. Notre maison au lac Merriweather. C'était un trajet de 5 heures vers le nord, sur des routes que je pouvais parcourir les yeux fermés. Mon camion, un Ford de 92 au siège en cuir usé, gémissait dans le froid du matin. Je n'avais emporté que le nécessaire. Un thermos de café noir, une veste polaire usée, une lampe de poche, un livre de mots croisés que je ne semblais jamais finir, et la clé en laiton qui portait encore l'ancienne étiquette avec l'écriture de Marianne. Las. Je n'ai pas emporté grand-chose d'autre. Le reste, me disais-je, m'attendait déjà là-bas. Le voyage a duré plus longtemps que d'habitude. Les arbres avaient commencé à changer, les érables et les frênes s'enflammant de rouge et d'or, chaque kilomètre brûlant plus profondément dans ma mémoire. Les panneaux de signalisation défilaient, Ashland, Cornucopia, Redcliffe. Chaque ville abritait le fantôme d'un moment où nous nous étions arrêtés ensemble. Je conduisais en silence. Pas de radio. Juste le bourdonnement occasionnel des pneus sur le bitume fissuré par le gel et l'appel lointain des oies traçant des lignes invisibles au-dessus de ma tête. Je sentais les années dans ma colonne vertébrale, dans mes mains, mais je continuais à conduire. Marianne avait l'habitude de fredonner lorsque nous atteignions le dernier virage avant le lac. Elle montrait toujours le bouleau penché comme une danseuse dans le vent, juste avant que le gravier ne commence. Cet arbre était toujours là, un peu plus penché maintenant. En quittant la route principale et en entendant le premier craquement du gravier sous mes pneus, quelque chose en moi a changé. Pas de la joie, pas de la tristesse non plus. Juste la reconnaissance silencieuse que j'arrivais quelque part qui se souvenait de moi, même si personne d'autre ne le faisait. Le lac est apparu lentement, l'eau argentée et immobile. Le brouillard flottait à sa surface comme une respiration retenue trop longtemps. Ma maison était assise bas sur la colline, accroupie dans les arbres comme un vieux chien attendant son maître. Le toit avait besoin de travaux. La cheminée était ébréchée, mais elle tenait bon. Elle se tenait exactement là où nous l'avions laissée. Je me suis garé au bord de l'allée, là où les poteaux de cèdre marquaient encore l'entrée. De la mousse avait poussé sur leurs côtés, douce et humide. Le panneau qui indiquait autrefois « Retraite de la famille Whitman » était depuis longtemps effacé, mais je pouvais encore distinguer les initiales gravées en regardant de près. Je ne suis pas entré tout de suite. Je suis resté assis dans le camion, moteur éteint, à regarder le vent bouger dans les aiguilles de pin. J'ai écouté. Les oiseaux étaient lointains. L'eau clapotait doucement.
Quelque part, un pivert travaillait rythmiquement. Tout le reste était immobile. Finalement, je suis sorti et j'ai senti le froid monter à travers les semelles de mes chaussures. La cabane sentait le vieux cèdre, la terre humide et autre chose, la faible trace de bois brûlé d'une cheminée qui n'avait pas été utilisée depuis des années. J'ai marché lentement sur le chemin de pierre que nous avions posé nous-mêmes en 1974. Chaque pierre avait une fissure dont je me souvenais, une histoire de nos mains les posant une par une. Autrefois, je maudissais ces pierres. Maintenant, je chérissais chaque pas inégal. La clé a tourné plus difficilement que prévu. La porte a résisté, gonflée par l'humidité et la négligence. Quand elle s'est enfin ouverte, l'intérieur m'a accueilli non pas avec de la chaleur, mais avec des souvenirs. Le salon contenait toujours le canapé à carreaux pour lequel nous nous étions disputés au magasin de meubles. La bibliothèque penchait légèrement. Son écharpe, celle en laine bleue, était accrochée au crochet où elle l'avait laissé ce dernier printemps. Je ne l'ai pas touchée. J'ai traversé les pièces comme un étranger se déplaçant dans un rêve. La poussière reposait doucement sur les surfaces, mais rien ne semblait abandonné. Tout semblait en pause. La cuisine contenait 2 tasses encore dans l'égouttoir. Sa théière était sur la cuisinière, le cuivre terni mais droit. La petite fenêtre au-dessus de l'évier donnait sur le lac, encadrée par des branches qui avaient poussé plus sauvagement depuis ma dernière visite. Dehors, l'eau ne semblait pas bouger, mais je savais qu'elle le faisait. J'ai laissé mes affaires près de la porte et je n'ai fait aucun bruit en m'asseyant dans le fauteuil près de la fenêtre. Il a grincé sous mon poids, reconnaissant les années. Je n'ai pas allumé de feu. Je n'ai pas défait mes bagages. J'ai juste regardé le lac, les roseaux se penchant légèrement, le ciel s'adoucissant en fin d'après-midi. Et dans ce long silence, je me suis souvenu de qui j'étais. Pas le veuf, pas l'homme silencieux dans le coin du groupe de retraités, mais l'homme qui a construit cet endroit de ses mains, l'homme qui a aimé une femme qui a un jour appelé cette vue le paradis. Je n'ai pas pleuré, pas ce jour-là. Je suis simplement resté assis, et j'ai laissé la maison s'installer autour de moi. L'air à l'intérieur était frais, lourd de souvenirs. J'ai entendu le tic-tac de la vieille horloge dans le couloir. Le rythme semblait familier, rassurant. C'était mon retour. Pas pour récupérer, pas pour changer quoi que ce soit, mais pour me souvenir. Et peut-être, lentement, pour recommencer. J'étais arrivé plus tôt que prévu. La route était sèche et le vent dans mon dos. Et pour une fois, le silence ne me pesait pas. J'avais imaginé arriver à la maison du lac et la trouver telle que je l'avais laissée, calme, solennelle, un peu blessée comme moi. Je n'avais dit à personne que je venais. Je n'avais pas appelé à l'avance. Je ne l'avais pas fait savoir. Cela ne semblait pas nécessaire. C'était mon endroit. C'est ce que je croyais. Mais en tournant sur le chemin de gravier et en passant par l'ouverture dans les pins, j'ai senti la première perturbation. Pas dans la terre ou le ciel, mais dans quelque chose de plus petit, un fil invisible qui tirait dans ma poitrine. Le gravier avait été récemment déplacé. De nouvelles traces de pneus, pas les miennes. Et il y avait des empreintes de pas dans le bord boueux de l'allée, le genre fait par des chaussures trop propres, trop douces pour appartenir à cet endroit. Puis je les ai vus. Ils étaient sur le porche. Mon porche. Pas en tant que visiteur, pas en tant que passant. Ils étaient installés confortablement, étalés comme une famille réunie pour un repas d'été. Mon fils, Daniel, était assis dans la chaise que j'avais construite avec du bois flotté et du vernis, celle où Marianne s'asseyait avec son thé et un livre de poèmes.
Il avait les bottes sur la balustrade, les bras écartés comme un homme en possession de quelque chose de mérité. À côté de lui se trouvait sa femme, Alison, et flanqués d'elle, ses parents, Michael et Janice. Les quatre étaient en plein rire, des verres de vin à la main, des assiettes sur les genoux, la lumière du soleil attrapant le bord d'un couteau à fromage en argent qui avait appartenu à la mère de Marianne. Ils ne m'ont pas vu au début. Mon camion a fait peu de bruit en s'arrêtant. Je suis resté là, derrière le volant, pendant quelques longues secondes, à regarder à travers le pare-brise, le moteur faisant un tic-tac en refroidissant. Personne n'a regardé. Ils étaient trop à l'aise, trop absorbés par leur indulgence de l'après-midi. J'ai remarqué la couverture jetée sur le dossier de la chaise à côté de Daniel. C'était la sienne. La couverture en laine de Marianne, bleue avec de petites coutures blanches près des bords. Je me souvenais l'avoir achetée pour elle dans le Vermont lors d'un voyage d'hiver. Elle l'enroulait autour de ses genoux le soir, lorsque le froid s'infiltrait à travers les vitres. Maintenant, elle pendait là, négligemment, comme un chiffon. Je suis sorti du camion lentement, sans claquer la porte. Toujours personne n'a levé les yeux. En approchant des marches, j'ai absorbé chaque détail. Les sous-verres que nous utilisions toujours sur la table du porche avaient disparu. Des anneaux de condensation s'étaient maintenant formés sous leurs verres. Un magazine était étalé sur la table, et l'un des bols en céramique de ma mère était rempli d'olives, les noyaux reposant sur une serviette à côté. Ce bol avait été rangé dans le placard au-dessus de l'évier. Du moins, c'est ce que je pensais. Quelqu'un avait fouillé dans les placards. Une bouteille de vin rouge était appuyée contre un pot de fleurs en terre cuite, à moitié vide. Je pouvais voir le rire d'Alison derrière son verre, la tête penchée en arrière, les jambes repliées sous elle comme si elle était à sa place. La facilité de sa posture m'a envoyé un frisson dans le dos. Ils n'étaient pas en visite. Ils avaient emménagé. Daniel m'a finalement remarqué. Il a légèrement tourné la tête et s'est figé, le verre à mi-chemin de sa bouche. L'air a changé alors, s'est épaissi. Son sourire a vacillé et s'est estompé comme une ampoule s'éteignant sous un mauvais fil. Alison a regardé ensuite, puis ses parents. Un par un, leurs expressions ont changé. Pas de culpabilité, pas même d'embarras, mais autre chose. Une sorte de surprise vide, comme s'ils n'avaient pas envisagé la possibilité que je puisse réellement revenir. Comme s'ils avaient réécrit l'histoire et m'avaient omis. Personne n'a bougé pour m'accueillir. Personne ne s'est levé. Daniel a ouvert la bouche mais n'a rien dit. Je n'ai pas parlé non plus. Je me tenais au pied des marches, laissant le silence s'élargir. J'ai observé la scène comme on observerait des étrangers à un arrêt de bus, détachés, polis, mais fondamentalement ailleurs. Le porche ne me semblait plus être le mien. Les murs se souvenaient de moi, mais l'air non. J'ai baissé les yeux et j'ai remarqué une paire de pantoufles près de la porte. Mes pantoufles, usées et douces, le talon encore plié de la façon dont je les enfilais sans utiliser mes mains. Quelqu'un les avait portés. Je pouvais voir l'empreinte d'orteils qui n'étaient pas les miens. Je n'ai pas monté les escaliers, je n'ai pas élevé la voix, je suis simplement resté là, respirant le pain et le vin, l'odeur étrangère de lotion à la lavande et de parfums qui n'appartenaient à personne que j'aimais. C'était un vol sans vitres brisées, un déplacement sans violence. Ils avaient envahi non pas par la force, mais par un droit tranquille. La porte derrière eux était entr'ouverte. Je pouvais voir dans le couloir, mon couloir, et j'ai remarqué que les cadres avaient été déplacés. L'une des peintures de Marianne n'était plus accrochée près de l'entrée. À la place, un miroir à cadre métallique attrapait mon reflet,
petit et lointain. Le miroir était inconnu, stérile. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Je pouvais sentir le poids dans ma poitrine devenir plus lourd, non pas de chagrin cette fois, mais de quelque chose de plus froid. Le déplacement, l'effacement, le sentiment rampant que j'avais été lentement effacé, que ma présence ici était maintenant la perturbation. Il n'avait si pas changé les serrures. Il n'en avait pas eu besoin. La propriété n'était pas prise avec un acte ou une clé. Elle était prise dans le réarrangement des chaises, le retrait des sous-verres, la réutilisation des couvertures. C'était dans la façon dont il riait sur mon porche et me regardait à travers quand je revenais. Je me suis retourné avant que quiconque ne parle. Mes bottes se sont enfoncées dans la terre molle où se trouvaient leurs empreintes. Je ne voulais pas entendre d'explications, je n'avais pas besoin d'excuses ou d'invitations. Ce dont j'avais besoin, c'était d'espace, mental, émotionnel, stratégique. J'avais trop donné, j'avais trop laissé passer. Je suis retourné au camion et j'ai ouvert la porte. Le soleil était descendu plus bas. Des ombres tombaient sur le gravier, longues et silencieuses. Je me suis assis derrière le volant et j'ai regardé la maison. La peinture s'écaillait toujours au même endroit sur le cadre de la fenêtre. Le vent bougeait dans les arbres comme il l'avait toujours fait. Mais tout le reste avait changé. Tout ce qui était humain, tout ce qui était sacré. En partant, je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Non pas parce que je ne me souciais pas de ce qui se passait derrière moi, mais parce que je le savais déjà. Ils n'étaient même pas des invités. Ils ne m'attendaient pas, ils m'avaient déjà remplacé. La maison du lac était devenue la leur en gestes, en rythme, en silence. Mais l'acte de propriété disait toujours le contraire. Je suis rentré lentement à la maison, la route se déroulant sous moi comme un vieux ruban se défaisant aux coutures. Je ne me suis pas pressé. Personne ne m'attendait. Pas de repas à retrouver, pas de lumière de porche laissée allumée par habitude. Le monde était redevenu silencieux et je l'ai laissé faire. Chaque arbre qui passait, chaque poteau de clôture flou, chaque boîte aux lettres oubliées semblait hocher la tête à mon passage, comme s'ils comprenaient, eux aussi, le poids de revenir à un endroit qui ne se souvenait plus de vous. La ville s'est déroulée en gris alors que je traversais la périphérie de Duluth. Le bourdonnement de la circulation, la sirène occasionnelle au loin, les feux de circulation clignotant sans urgence, tout était familier, mais distant. J'ai tourné dans ma rue où les arbres étaient taillés et les trottoirs inégaux. La maison était là, telle que je l'avais laissée, la pelouse encore jaunie par la chaleur de l'été, quelques feuilles mortes rassemblées près des marches du porche comme de silencieux messagers. Je me suis garé le long du trottoir au lieu de m'engager dans l'allée. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être que je ne voulais pas voir mon propre nom gravé sur la boîte aux lettres. Peut-être que je n'étais pas prêt à retourner dans une vie qui avait commencé à ressembler à une salle d'attente. Quand j'ai ouvert la porte, l'air vicié m'a frappé comme un soupir. Le genre qui s'élève des murs auxquels on n'a pas parlé. Le genre qui s'accroche aux meubles qui ne sont plus utilisés. Je suis entré et j'ai laissé le silence se refermer derrière moi. Le thermostat clignotait toujours sa douce lumière verte. L'odeur était la même. Vieux marques de café, papier, poussière. Tout était exactement comme je l'avais laissé, et d'une certaine manière, cela rendait les choses pires. J'ai enlevé mon manteau et je l'ai accroché au crochet qui n'en tenait jamais plus d'un. Le couloir étroit s'étendait devant moi, un tunnel de souvenirs émoussé par la répétition. Le plancher a grincé sous mon poids. Le son ne me dérangeait pas. Il me rappelait que j'étais toujours là, que je pressais toujours la terre,
même si personne d'autre ne le remarquait. Je suis passé devant la cuisine sans m'arrêter. Je n'avais pas faim. L'évier était propre, l'égouttoir vide. Une tasse était toujours sur le comptoir, le bord taché de vieux thé, le genre que je préparais tous les soirs avant de m'asseoir près de la fenêtre. Je l'ai laissé là. Le salon avait la même immobilité, comme s'il retenait son souffle. Le fauteuil faisait face à la télévision. Les livres sur l'étagère s'appuyaient les uns contre les autres comme des hommes fatigués à un arrêt de bus. Je n'avais pas touché au rideau depuis des semaines. Dehors, la lumière s'estompait dans ce crépuscule gris-bleu particulier au Minnesota. Le genre qui faisait entrer Marianne dans la pièce juste pour dire à quel point c'était charmant. Je me suis tenu au centre de la pièce et j'ai regardé autour de moi. Rien n'était cassé, rien ne manquait. Et pourtant, l'absence criait, pas en volume, mais en forme. Il y avait des contours là où les choses étaient autrefois, son panier à couture à côté du canapé, le plaid plié sur l'accoudoir, la légère empreinte dans le coussin où elle s'asseyait en tailleur avec un livre sur les genoux. J'ai marché dans le couloir vers la chambre, mes pas ralentissant en passant devant le placard à linge. Il sentait toujours la lavande et le savon. J'ai tendu la main vers la poignée de la chambre, mais je me suis arrêté. Je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Je n'étais pas prêt à voir le lit, à regarder la table de chevet avec une seule lampe de lecture, à sentir le vide qui avait grandi dans l'espace où elle respirait. Au lieu de cela, j'ai tourné dans le petit bureau de l'autre côté du couloir. Mon bureau était encombré, comme toujours. Reçus, élastiques, enveloppes, pile de choses que je devais classer mais ne le faisais jamais. Je me suis assis et j'ai pris un stylo. Il était lourd dans ma main, plus froid que je ne me souvenais. J'ai ouvert une nouvelle page dans mon carnet et j'ai commencé à écrire. Pas sur les sentiments, pas sur les souvenirs, sur les faits. J'ai noté la date, puis j'ai listé chaque détail dont je me souvenais de la maison du lac. Les verres de vin, la couverture, le magazine, le bol, les empreintes de pas. J'ai dessiné un plan approximatif du porche et j'ai indiqué qui était assis où. J'ai noté les changements, l'absence de sous-verre, la présence de pantoufles, la peinture enlevée, le miroir étranger. J'ai listé les noms. Daniel, Alison, Michael, Janice. J'ai souligné chacun 2 fois. J'ai fait une pause, regardant les noms, puis j'ai fait un nouveau titre, Chronologie. J'ai réécrit la date d'aujourd'hui et j'ai travaillé à rebours. Quand avais-je parlé à Daniel pour la dernière fois? Quand avait-il demandé des nouvelles de la maison du lac pour la dernière fois? Quand Alison avait-elle mentionné les réunions de famille et le besoin de plus d'espace? J'ai noté tout ce dont je pouvais me souvenir. Puis j'ai fait une autre liste, documents, l'acte de propriété, les registres fiscaux, l'assurance, les clauses d'héritage, tous les papiers qui prouvaient ce qu'était la maison et à qui elle appartenait. J'ai réalisé que je ne les avais pas regardés depuis des années, mais je le ferai maintenant. Le stylo bougeait sans pause. Le silence de la maison autour de moi n'était plus suffocant. Il était chirurgical, concentré. Chaque tic-tac de l'horloge, chaque grincement du plancher aiguisait mon esprit. Je me suis levé et je suis allé au placard du couloir où je gardais le coffre-fort. Il était là, derrière la pile de vieux jeux de société et d'albums photos que personne ne regardait plus. Je l'ai porté au bureau et j'ai entré la combinaison. Le loquet a cliqué et les papiers à l'intérieur avaient la douceur moisie des choses oubliées mais préservées. C'était là, l'acte de propriété original avec mon nom et celui de Marianne. La police d'assurance, la lettre du bureau des impôts. Tout était intact, intouché. Mes mains étaient stables alors que je les étalais sur le bureau. J'ai pris une profonde inspiration et je suis retourné à mon carnet.
J'ai créé un plan, pas pour la vengeance, pas pour la confrontation, mais pour la récupération. Il n'y aurait pas de cri, pas d'accusation, juste de la structure, de la loi, de la précision. Je ne m'en dirais pas pour être inclus dans un endroit qui était déjà le mien. Je ne discuterai pas avec ceux qui souriaient de mon Porsche tout en effaçant la femme qu'il avait construit avec moi. Le carnet s'est rempli page après page, des lignes écrites en lettres capitales, des flèches dessinées, des notes dans les marges. Je construisais quelque chose, pas seulement une défense, mais un périmètre. Quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Au moment où la pièce s'est complètement assombrie, je n'avais pas allumé une seule lumière. Je n'avais pas besoin de voir le passé. Je le connaissais par cœur. L'avenir était ce que je dessinais maintenant, mot par mot, ligne par ligne. J'ai fermé le carnet et je l'ai placé au centre du bureau. Puis je me suis levé et je me suis tourné vers le couloir à nouveau. J'ai ouvert la porte de la chambre. La pièce était immobile. L'air plus froid que le reste de la maison. Je suis entré et je me suis assis sur le bord du lit. L'oreiller à côté de moi était intact, intouché. Il n'avait contenu que de la poussière pendant des années. Mais maintenant, quelque chose s'est agité en moi, non pas le chagrin, mais la clarté. La maison était peut-être vide, mais je ne l'étais plus. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Non pas reposé, mais par une sorte de cloche intérieure qui a sonné une fois et a laissé le silence changer. La fenêtre au-dessus de mon lit était bordée de givre. La maison était encore sombre. La ville n'avait pas encore commencé à respirer. Je me suis assis lentement, les genoux raides, la couverture serrée sur mes genoux comme un bouclier. La nuit avait retourné quelque chose en moi. Je ne me sentais plus abasourdi. Je me sentais aligné. Chaque partie de mon esprit se rétrécissait vers une seule forme, et cette forme était la stratégie. J'ai traversé la maison comme je le faisais avant l'école à l'époque où j'enseignais, silencieux, précis, méthodique. Je n'ai pas touché à la radio. Je n'ai pas préparé de café. Je suis allé directement à la table de la cuisine et je l'ai débarrassée. J'ai posé un bloc-notes jaune, un stylo à encre noire et un dossier manille contenant l'acte de propriété de la maison du lac, les papiers d'assurance, les déclarations de revenus et une copie du testament de Marianne. Je me suis assis dans la chaise près de la fenêtre, celle avec le coussin aplati par des années d'assises, et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé par le mot chronologie, souligné 2 fois. De la dernière conversation avec Daniel au moment où je les ai vus sur le porche, j'ai retracé chaque interaction à rebours. J'ai noté la remarque d'Alison à Thanksgiving sur le fait de trouver de l'espace pour toutes les générations. Je me suis souvenu du bref appel téléphonique en juillet où Daniel a demandé si je visitais encore souvent la maison du lac. Puis, son hésitation quand j'ai dit que je n'y étais pas allé depuis un certain temps. Je le voyais maintenant, comment chaque miette de pain avait été soigneusement posée. J'ai noté les dates. J'ai fait un tableau. Puis j'ai dessiné un nouveau titre. Fenêtre critique. S'il s'installait maintenant, un jeudi après-midi, cela signifiait qu'il se préparait pour un séjour plus long. Probablement jusqu'à la fin de la semaine. Peut-être même au-delà. Cela me donnait 3 jours complets avant lundi. 3 jours avant que Daniel ne puisse initier un changement d'adresse postale, contacter les services publics locaux ou demander une déclaration informelle d'utilisation. Je ne savais pas s'il avait cette intention, mais je devais supposer qu'il l'avait. Le droit a une façon de s'accélérer lorsqu'il n'est pas contesté. J'ai fait 3 colonnes, juridique, environnementale, psychologique. Sous juridique, j'ai listé documents de propriété,
examiner et vérifier, police d'assurance, à jour et à mon nom, déclaration de revenus du comté, payé jusqu'en décembre, conseil juridique, à consulter dans les 48 heures, clause d'urgence dans le testament, à examiner sous environnemental, j'ai écrit sécurité des lieux, compromise, levier technologique, à développer, accessibilité, temps de trajet, 5,5 heures, surveillance externe, discrétion requise, et sous-psychologique, histoire familiale, schéma pertinent de droit, levier émotionnel neutralisé par le silence, langage tactique, éviter l'escalade, objectif, préservation de l'héritage, prévention de l'effacement. Puis j'ai fait une page séparée intitulée Séquence d'action. J'ai divisé les 72 heures suivantes en 6 segments. Chaque segment était aligné sur l'une des 3 catégories. Ma première étape était de sécuriser le périmètre juridique. Pas de lacunes, pas de retard. Je me suis souvenu d'un de mes anciens collègues, Russell, qui s'était reconverti dans le droit immobilier après sa retraite. Je ne lui avais pas parlé depuis des années, mais j'avais toujours sa carte collée à l'arrière d'un tiroir de classeur. J'ai noté son nom. Ensuite, j'ai pensé à la ville près du lac, Marrowfield. Petite, soudée, mais assez grande pour avoir un bureau de greffier, une quincaillerie et 2 églises. Je devais confirmer si quelqu'un dans le canton avait été approché au sujet de changement d'occupation ou d'utilisation des terres. Cela viendrait plus tard. Puis j'ai ouvert le dossier et j'ai regardé la police d'assurance. La clause pour les occupants non autorisés était vague mais potentiellement utile. J'ai surligné la section et j'ai noté d'en discuter avec Russell. J'ai relu chaque page, lentement. Je ne scannais pas, j'absorbais. Je voulais que chaque phrase, chaque structure de phrase soit imprimée en moi. Si je devais défendre ce qui était mien, je ne serais pas pris au dépourvu. En fin de matinée, la maison s'était remplie d'une douce lumière. La poussière flottait dans les rayons provenant de la fenêtre est, illuminant les papiers sur la table comme des reliques dans une chapelle. J'ai fait une pause et j'ai regardé la surface. C'était mon centre de commandement. La table où Marianne étalait autrefois la pâte pour les tartes du dimanche était maintenant un bureau de guerre, et je n'en ressentais aucune honte. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le placard du couloir, descendant 2 boîtes étiquetées Impôts 1980-2000 et Dossier de la maison. Je les ai passées en revue, page par page. Des reçus pour la plomberie, pour les travaux électriques, pour les rénovations du toit de la maison du lac, après la tempête de 1993. J'ai trouvé une note d'entrepreneur signée par moi et Marianne, détaillant les améliorations que nous avions faites de nos propres mains. J'ai souri faiblement. Ce n'étaient moi pas seulement des documents, c'étaient des vérités ancrées dans le temps. J'ai sélectionné les papiers les plus importants et je les ai placés dans un dossier secondaire étiqueté Fondation. La métaphore ne m'a pas échappé. Dans l'après-midi, j'ai créé une liste de contrôle sur le mur au-dessus du bureau. Chaque tâche avait une case à côté. J'ai épinglé un calendrier et j'ai entouré le lundi à venir en rouge. Puis j'ai écrit en dessous, en lettres capitales, point de décision. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti un rouleau de ruban de peintre. J'ai délimité les limites du salon, marquant les coins comme des marqueurs de preuve. Cet espace, ai-je décidé, resterait dédié à la stratégie jusqu'à ce que la situation soit résolue. Ce n'était pas du théâtre, c'était de la logistique. Le théâtre de la guerre avait toujours reposé sur des cartes et des territoires. J'ai reculé, j'ai regardé le mur, la table, les couches de pensée formant une sorte de coquille protectrice autour de moi. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait même pas de justice. Il s'agissait de souveraineté, d'identité. Je n'essayais pas de gagner une dispute.
J'essayais d'empêcher que la forme de ma vie ne soit effacée par des gens qui voyaient mon silence comme une reddition. Je ne savais pas comment cela se terminerait. Mais je savais que cela commencerait par l'ordre, et le temps, et la précision. Et du temps, j'en avais encore. Tout a commencé au sous-sol. Les vieux escaliers en béton gémissaient sous mon poids, alors que je descendais les boîtes, une par une. Je n'y étais pas allé depuis des années. La dernière fois, c'était pour vérifier une fuite qui s'est avérée n'être rien de plus que de la condensation due à une vague de chaleur printanière. Depuis lors, j'avais évité l'endroit, en partie à cause de l'humidité, en partie à cause de ce qu'il représentait, des projets inachevés, des passe-temps oubliés, le genre d'espace où de vieux outils rouillent tranquillement et où le temps s'accumule dans les coins. Mais maintenant, il allait devenir autre chose. Un atelier, un centre de contrôle, un périmètre silencieux de résistance. J'ai vidé les étagères le long du mur du fond. Des pots de peinture d'une autre décennie, des clous rouillés dans des boîtes de café, des lampes de poche cassées, des piles inutilisées et des bâches en plastique qui avaient jauni depuis longtemps. Tout est descendu. Je les ai mis de côté avec soin, non pas pour les jeter, mais pour les réutiliser. J'ai balayé le sol, gratté les vieilles feuilles qui avaient été soufflées sous la porte et nettoyé l'établi avec du vinaigre et un chiffon. En essuyant la poussière, j'ai revu le grain du bois, des nœuds comme des yeux me regardant. J'ai fait l'inventaire de ce que j'avais, des outils, des rallonges, des vis, des clous, de vieux tableaux de distribution, des lampes de poche et une boîte étiquetée « électronique de rechange » que Daniel avait laissée dans mon garage il y a des années. Je me suis souvenu comment il bricolait avec des fils quand il était enfant, construisant des radios et déclenchant l'alarme incendie plus d'une fois avec ses circuits imprimés faits maison. L'ironie, pensais-je, était une chose silencieuse. Maintenant, j'utiliserai les pièces qu'il avait abandonnées pour construire la coquille qui protégerait ce qu'il ne respectait plus. J'ai ouvert mon carnet et j'ai esquissé un plan simple. La maison ne serait pas fortifiée au sens traditionnel. Pas de serrure, pas de barreaux. Cela ne ferait qu'aggraver la situation, attirer l'attention, rendre les choses conflictuelles. Au lieu de cela, je créerais des perturbations subtiles, une architecture de malaise, un schéma d'incertitude. Mon but n'était pas la confrontation, c'était l'érosion de petites perturbations inexplicables qui rendraient la présence importune, dangereuse, inexplicable. La maison elle-même parlerait à voix basse. J'ai commencé par l'éclairage. J'ai câblé un circuit au disjoncteur et j'ai installé un relais à distance. Les lumières du rez-de-chaussée fonctionneraient normalement jusqu'à ce qu'elles soient déclenchées. J'ai mis en place un deuxième chemin de contrôle, accessible uniquement depuis le sous-sol, pour régler la luminosité, créer des scintillements, voire changer la température de couleur pour rendre l'environnement plus froid, plus stérile. J'ai commandé de nouvelles ampoules LED en vrac, capables de stroboscopie subtile et de gradation programmée. Elles sont arrivées le lendemain dans des boîtes unies. Je ne les ai pas étiquetées. Je les ai rangées sous l'établi, chaque douille marquée d'une note pour un placement futur. Ensuite, le son. J'avais un vieux système de haut-parleurs Bluetooth dans le garage, utilisé autrefois pour la musique de Noël. Je l'ai réutilisé. J'ai retiré les boîtiers, recablé les entrées et les ai connectés à un système d'émetteurs étroits que j'ai construit avec du fil de cuivre et des pièces de radio récupérées. Ceux-ci ne produiraient pas de bruit fort, juste des tonalités. Des fréquences conçues pour être entendues uniquement sous certains angles,
dans certains coins, un faible bourdonnement sous le plancher, un son aigu près de la porte de la chambre, une impulsion derrière le réfrigérateur, pas assez pour alarmer, juste assez pour ronger. J'ai testé chacun d'eux au sous-sol avant l'installation. Assis dans le noir, j'ai écouté les tonalités se déplacer dans l'espace, presque imperceptibles, comme le murmure de la mémoire elle-même. Ce n'était pas effrayant. C'était incertain. C'était le but. Puis j'ai installé des détecteurs de mouvement. Rien d'acheté en magasin. J'ai construit les miens en utilisant des pièces d'un vieux système de sécurité que j'ai trouvé dans un vide-grenier il y a 1 an. La plupart étaient encore fonctionnels. Avec un fer à souder et une loupe, j'ai fusionné les éléments en forme. Les capteurs déclencheraient des événements programmés, changement de lumière, activation du son, même la faible libération d'odeur via des coussinets chauffants, imbibés d'huile de pin et de cèdre humide. Familier, mais décalé. Le genre de mémoire sensorielle qui persiste et perturbe sans raison. J'ai placé chaque composant dans un plateau étiqueté. Mouvement A, lumière B, audio C. J'ai schématisé la maison dans mon carnet et j'ai commencé à attribuer des zones. Couloir, cuisine, chambre d'amis, salon. Le grenier, je l'ai laissé intact, pour l'instant. Je me suis concentré sur les zones qu'ils étaient les plus susceptibles d'occuper. Des zones qui avaient appartenu à Marianne et moi. Je ne défendais pas une forteresse, je récupérais un terrain sacré. Le câblage de la cuisine a pris le plus de temps. Les armoires étaient étroites, l'espace derrière le four était étroit et épais de poussière. J'ai porté des gants et j'ai bougé lentement. Je ne voulais rien perturber de façon permanente. L'idée n'était pas le dommage, c'était la distorsion, le petit sentiment que quelque chose n'allait pas tout à fait. Un tiroir qui s'ouvrait trop facilement, une lumière qui bourdonnait faiblement quand personne ne touchait l'interrupteur, un frisson près de la porte du garde-manger qui n'était pas là la veille. Le plafond du salon était un autre défi. J'ai dû grimper dans l'espace étroit au-dessus, où l'isolation pendait en épais nuages. J'y ai placé 2 haut-parleurs directionnels, réglés pour émettre des chuchotements aléatoires, indistincts et superposés. Le son de quelqu'un qui ne parle pas tout à fait. L'esprit, lorsqu'il ne peut pas décoder le langage, comble les lacunes avec la peur. Je les ai testés moi-même, et j'ai senti les poils de mes bras se hérisser. À la tombée de la nuit, le sous-sol brillait de la douce lueur ambrée d'une seule ampoule. Je me tenais à l'établi, entouré de plateaux de fils et de cartes étiquetées, de schémas couverts de flèches et de codes. Je n'étais pas fatigué. J'étais conscient. Mon esprit n'avait pas bougé aussi vivement depuis des années. Les années de discipline de mes jours d'enseignement étaient revenues, non pas comme un souvenir, mais comme un instinct. Je construisais non pas avec colère, mais avec intention. Chaque soudure, chaque fusible, chaque résistance était une ligne de défense, écrite en silence. J'ai créé un boîtier de contrôle principal, pas un ordinateur trop traçable, juste un panneau de commutation personnalisé câblé à des relais, caché à l'intérieur d'une vieille boîte à outils que j'ai doublée de mousse. Je pouvais l'entrer et le sortir de la maison sans être détecté. Je pouvais activer des zones spécifiques à distance grâce à des déclencheurs analogiques. Pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth, pas de signaux à intercepter, juste des interrupteurs, physiques, privés. Je me suis assis sur le tabouret et j'ai regardé le mur en face de moi. Une vieille carte du lac qui était encore épinglée, jaunie, ses bords se courbant. J'ai tendu la main et j'ai épinglé un nouveau schéma à côté, le plan de la maison avec chaque circuit étiqueté. À ce moment-là, le sous-sol ne ressemblait pas à un atelier. Il ressemblait à un sanctuaire.
un endroit où les choses recommençaient. Au-dessus de moi, la maison reposait dans l'obscurité. Rien n'avait encore changé. Mais bientôt, très bientôt, les murs chuchoteraient, le plancher grincerait de mémoire, les lumières frissonneraient comme une respiration dans l'air d'hiver, et ceux qui pensaient pouvoir réécrire l'histoire de cette maison apprendraient le contraire, non pas par la force, non pas par la loi, par la présence, par l'invisible, par les fils dans le sous-sol. La maison avait des yeux maintenant. À la fin de la semaine, chaque pièce avait été parcourue de fils, équipée de capteurs et recouverte de systèmes invisibles qui regardaient, écoutaient et attendaient. De l'extérieur, rien n'avait changé. La peinture s'écaillait toujours près des vitres. Le vent sifflait toujours doucement autour de la cheminée. Les marches grinçaient aux mêmes endroits. Mais à l'intérieur, sous le plancher, derrière les murs, cachée dans les conduits et les ombres, la maison s'était transformée en quelque chose de vivant. Elle respirait par les courants. Elle chuchotait en statique. Elle voyait sans cligner des yeux. J'ai traversé la maison différemment une fois le système terminé. Plus lentement, plus délibérément. Chaque couloir est devenu un chemin de circuit. Chaque poignée de porte, un marqueur sur une carte silencieuse. J'avais construit quelque chose non pas pour la destruction, mais pour la résistance. Une architecture d'inconfort, conçue pour éroder la confiance, pour défaire la certitude. Je ne voulais pas de confrontation. Je voulais du malaise. Le genre qui grandit dans l'estomac sans nom. L'entrée a été la première zone que j'ai terminée. C'était le point d'arrivée, le seuil. J'ai installé un petit détecteur de mouvement infrarouge au-dessus de l'arche, caché à l'intérieur de la moulure de la couronne. Il était relié à un relais subtil dans le placard à manteau, qui, sur commande, ferait scintiller l'ampoule du couloir, pas complètement éteinte, mais juste assez pour attirer l'œil. Sous le plancher, j'ai intégré un capteur de pression, juste sous le paillasson, calibré pour détecter même le pas le plus doux. Lorsqu'il était déclenché, il envoyait une impulsion au haut-parleur du salon, activant une boucle de son basse fréquence qui imitait un battement de cœur, distant et irrégulier. La cuisine avait son propre langage. Je me suis concentré sur l'eau. Les gens font confiance à la constance des robinets, à la prévisibilité du débit. J'ai installé une vanne de pression variable sous l'évier, connectée à un petit actionneur qui pouvait faire bégayer le jet, le faire hésiter, haleter, gronder. Pas à chaque fois, juste de temps en temps, assez pour suggérer un problème avec les tuyaux, ou peut-être quelque chose de plus profond. Au-dessus des armoires, j'ai installé une paire de petits projecteurs, pas pour la vidéo mais pour les ombres. Ils projetaient des formes faibles et lentes qui dérivaient le long des murs dans la vision périphérique, conçus pour disparaître lorsqu'on les regarde directement. Je les ai testés la nuit et même en sachant qu'ils étaient les miens, j'ai senti mon cœur bégayer quand j'ai vu le scintillement se déplacer le long du dosseret, juste à côté du réfrigérateur. Le couloir de l'étage est devenu la colonne vertébrale du système. Long et étroit, avec 4 portes qui en partaient, 2 chambres, une salle de bain, un placard à linge. J'ai placé un seul haut-parleur dans la trappe du grenier au-dessus du couloir, programmé pour émettre un bruit sourd à des intervalles irréguliers, comme un pas ou le déplacement d'un poids. Il ne jouerait pas souvent, peut-être une fois toutes les quelques heures, mais quand il le ferait, il semblerait réel, comme si quelqu'un ou quelque chose était au-dessus d'eux. Dans la chambre d'amis, je n'ai rien installé d'évident, juste un ajustement subtil du flux d'air.
J'ai ajouté un petit ventilateur de conduit derrière la grille d'aération, contrôlé par un cadran au sous-sol. Lorsqu'il était activé, il faisait flotter les rideaux, très légèrement. Un mouvement sans brise. Je l'ai testé pendant des heures, ajustant l'angle, le timing. Quand je me suis tenu dans la pièce et que j'ai regardé le tissu se soulever comme s'il était respiré, j'ai su que c'était suffisant. La salle de bain principale était équipée d'un capteur de chaleur intégré dans le cadre du miroir. Il ne déclenchait ni son ni lumière. Il enregistrait simplement les mouvements. Un enregistrement silencieux de qui allait et venait. J'ai ajouté un deuxième déclencheur près du radiateur plainte, qui, une fois activé, provoquait un léger tic-tac métallique, comme des tuyaux qui refroidissent, mais réglé pour jouer avec un retard, créant l'illusion d'une présence récente, même lorsque la pièce était vide. Chaque nuit, je parcourais le périmètre de la maison et j'écoutais. Pas les intrus, le système lui-même, les clics, les bourdonnements, les petits changements qui signifiaient que les capteurs étaient vivants. Je n'avais pas besoin de caméra, je ne voulais pas les voir, j'avais juste besoin de savoir que la maison répondait, qu'elle était devenue ce que je l'avais construite pour être, un observateur. En bas, le salon est resté inchangé en apparence. Les étagères contenaient toujours les romans de Marianne, ceux qu'elle lisait encore et encore. La cheminée était froide, mais derrière les briques, encastrées dans le mortier, j'avais placé un petit transducteur qui pouvait émettre un faible bourdonnement subsonique, inaudible, mais physique. Le genre de fréquence qui fait frissonner le verre, qui perturbe la poitrine. Je l'ai testé en plaçant un verre d'eau sur le manteau de la cheminée. Lorsque la surface a commencé à onduler, j'ai su que les réglages étaient corrects. Je n'ai jamais tout déclenché en même temps. Ce serait trop évident, trop agressif. Le pouvoir de ce que j'ai construit résidait dans le caractère aléatoire, dans la suggestion de schémas, dans le sentiment que peut-être, juste peut-être, quelque chose n'allait pas, mais pas assez pour en être sûr. Le doute est une graine. Il pousse mieux dans le silence. Le sous-sol, maintenant le centre névralgique de tout cela, pulsait d'une faible lumière. Le boîtier de contrôle était ouvert sur l'établi, ses interrupteurs étiquetés par pièce et par type de déclencheur. Je les avais mémorisés. Je n'avais plus besoin des étiquettes. Mes doigts savaient où aller. Je pouvais activer la zone 2 en moins d'une seconde. Je pouvais démarrer un cycle dans la chambre d'amis d'un seul geste. La maison m'écoutait. Et moi, à mon tour, j'écoutais la maison. Je dormais moins, non pas par anxiété, mais par attention. Je restais assis dans le fauteuil près de la fenêtre pendant des heures, à regarder le porche, la lisière des arbres, le long chemin de gravier. J'attendais. Non pas des visiteurs, du mouvement, de la perturbation, la preuve que le système avait des dents. Je n'étais plus en colère. Ce que je ressentais était plus vieux que la colère. C'était quelque chose de silencieux, quelque chose de fortifié. Le genre de résolution qui vient après que le chagrin s'est transformé en pierre. Ils avaient pris de l'espace. Maintenant, ils le sentiraient résister. La maison n'était pas un piège. C'était une frontière. Et elle regardait. J'ai su le moment où ils sont arrivés. Même avant le crissement des pneus sur le gravier, avant le balancement de la porte d'entrée, avant l'écho faible des rires et des portes de voiture se fermant, je l'ai senti. L'air autour de la maison a changé, non pas violemment, mais de manière décisive, comme un courant changeant de direction. C'était en fin d'après-midi, le soleil déjà assez bas pour étirer de longues ombres sur la cour. J'étais parti des heures plus tôt et j'avais observé de loin, garé à un demi-mile de là où le virage de la route cachait ma présence. Je n'avais pas besoin de voir leur visage.
Je connaissais leurs mouvements, leurs routines, leurs attentes. Ils ont apporté trop de choses avec eux. J'ai compté 3 grandes valises, 2 glacières, un lit de bébé pliant. Quelqu'un avait anticipé. Quelqu'un avait fait des plans. Ce n'était pas une visite de week-end. C'était quelque chose de plus délibéré. Ils se déplaçaient avec la confiance de personnes qui croyaient être à leur place. Comme si le droit avait déjà frayé un chemin à travers mes souvenirs. J'ai attendu jusqu'au crépuscule. Je suis revenu à pied, en restant à l'écart de la route principale, en me déplaçant à travers les arbres. J'avais mémorisé les craquements et les endroits mous du sol, chaque branche qui aimait se casser sous le mauvais pas. J'ai pris le chemin près du côté est de la maison, celui que nous appelions le sentier du renard, à cause de sa façon de serpenter étroitement entre les arbres, et parce que Marianne jurait avoir vu une queue rousse disparaître dans les broussailles. Ce sentier m'a amené à moins de 20 pieds de la fenêtre de la cuisine. Je me suis accroupi sous le pin et j'ai regardé. La lumière de la cuisine était allumée, vive et chaude, dorée contre l'obscurité extérieure. Daniel était appuyé contre le comptoir, tenant un verre de vin. Allison était assise à la table, faisant défiler son téléphone d'une main, tandis que l'autre tendait la main vers un morceau de fromage. Leur enfant, 2, peut-être 3 ans, jouait avec quelque chose par terre, un camion en plastique roulant d'avant en arrière, heurtant doucement les pieds de la table. La télévision dans le salon brillait silencieusement derrière eux, projetant un doux scintillement sur les murs. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Ce que j'ai ressenti, c'était l'alignement, la précision, le calme de la préparation cédant la place à l'action. J'ai reculé dans les bois, j'ai mis la main dans la poche de mon manteau et j'ai actionné le premier interrupteur du relais à distance. Puis je suis parti. De retour en ville, j'ai attendu. Je leur ai donné des heures. Je les ai laissés s'installer. J'ai laissé la maison s'étirer autour d'eux. Je l'ai laissée devenir familière. C'était la clé. Rien d'agressif, pas au début. Seulement la familiarité, juste assez pour que la perturbation compte. À exactement 23h07, j'ai commencé. Ça a commencé avec la lumière du couloir. Un scintillement, bref, pas plus d'une demi-seconde. Pas assez pour attirer l'attention, juste assez pour être enregistré. Puis l'immobilité. À 23h14, le robinet de la cuisine a crachoté alors que personne n'était à proximité. Une brève toux d'air dans le tuyau. À 23h26, une ombre lente a traversé le mur du salon, dérivant de gauche à droite. Elle ne s'est pas répétée. J'ai tout regardé à travers les capteurs passifs du système. Pas de caméra, juste des déclencheurs de réponse, pression, température, vibration. À 23h42, la planche du sol sous le placard à linge a émis un léger craquement, bien que personne ne se tienne dessus. À 23h53, le rideau de la chambre d'amis a bougé, malgré la fenêtre fermée. L'enfant a été le premier à réagir. J'ai suivi son détecteur de mouvement, un changement soudain, le petit corps quittant la zone de moquette près du lit et entrant dans le couloir. Une brève hésitation, puis l'immobilité, puis la retraite. Je l'ai imaginé debout là, regardant le couloir, ne sachant pas ce qu'il avait réveillé, ne sachant pas pourquoi il avait soudainement l'impression de ne pas être seul. À 0009, j'ai activé le nœud de chuchotement dans le grenier au-dessus de la chambre principale. Un son comme un poids qui se déplace. Quelque chose qui bouge lentement sur du bois. Puis le silence. À 0017, le chauffe-eau a fonctionné sans être utilisé, créant un bruit sourd dans les tuyaux sous le sol. Le son a résonné à travers les conduits. Introuvable, mais indubitable. À 0030, Allison était réveillée.
J'ai suivi ses mouvements du lit à la cuisine. Ses pas étaient moins prudents, pas somnolents, pas décontractés. Elle se déplaçait avec la démarche prudente de quelqu'un qui essaie de ne pas admettre qu'il a peur. La lumière du couloir s'est allumée et éteinte 2 fois. Un geste de réconfort. J'ai pris une note dans mon journal de bord. Réponse humaine. L'illumination comme défense. À 00h46, j'ai déclenché le capteur du Porsche avant. Juste une fois. Assez pour faire clignoter la lumière du Porsche. Ils ont dû vérifier la fenêtre. N'ont rien vu. Mais le journal de bord m'a dit que Daniel s'est levé du lit peu de temps après. J'ai suivi la séquence des capteurs alors qu'il marchait de la chambre principale au couloir. S'arrêtait, puis entrait dans le salon. Il est resté là pendant près de 5 minutes. Je me suis demandé ce qu'il voyait. Peut-être rien. Peut-être seulement l'immobilité de la pièce. Les ombres là où elles avaient toujours été. Les rideaux immobiles. Ou peut-être quelque chose d'imperceptible. Une atmosphère qui semblait un degré trop lourde. Une respiration trop courte. À 1h13, j'ai déclenché la distorsion du radiateur plainte dans la salle de bain. Un tic-tac, irrégulier, creux, comme des pas dans un tuyau. Daniel a de nouveau vérifié le couloir, puis la porte d'entrée, puis les fenêtres. Il n'en a ouvert aucune. À 1h32, l'enfant a pleuré. Court et aigu, non pas de douleur mais de peur. Allison s'est précipité dans la chambre. Les capteurs ont montré son rythme, rapide, puis plus lent. Elle est restée dans la chambre de l'enfant pendant 12 minutes. Elle a laissé la lumière allumée. Je n'ai rien fait pendant 20 minutes. J'ai laissé la maison se calmer. Je les ai laissés croire que c'était passé. Puis, à 2h07, j'ai activé le transducteur subsonique derrière la cheminée. Un faible bourdonnement, à peine perceptible. Le verre des fenêtres n'a pas tremblé. Les meubles n'ont pas tremblé. Mais les murs le contenaient. Je les ai imaginés couchés dans leur lit, regardant le plafond, ne sachant pas pourquoi le sommeil ne venait pas. À 2h39, Daniel a de nouveau bougé. Il est descendu les escaliers. Il est allé dans la cuisine. Il a ouvert le réfrigérateur, l'a fermé. Il s'est assis à la table. N'a rien fait. Il est juste resté assis, jusqu'à 3h05. Puis les lumières du salon se sont estompées. Juste le temps d'une respiration. Puis sont revenus. Il s'est levé rapidement. Il est allé dans le couloir. Puis s'est arrêté. J'ai terminé la séquence à 3h17. À 4h12, tous les capteurs étaient immobiles. Pas de mouvement, pas de lumière, juste le silence. Mais ce n'était pas la paix du repos. C'était l'immobilité de personnes attendant le matin. De personnes trop fatiguées pour chercher, trop fières pour admettre leur inconfort, trop désorientées pour parler de ce qui ne pouvait être expliqué. La maison avait fait son travail, pas bruyamment, pas cruellement, mais avec précision, et elle s'en souviendrait. L'appel est arrivé juste après 7h. J'étais réveillé depuis des heures, assis près de la fenêtre de ma petite cuisine en ville. La même tasse de café tiède restait intacte, alors que la vapeur s'estompait dans l'air vicié du matin. Le carnet était ouvert devant moi, les séquences de la nuit dernière esquissées en lignes ordonnées, vérifiées et annotées. Je ne cherchais pas de défaut. J'étudiais le rythme. La réponse humaine à l'incertitude laissait toujours une trace, et cette trace ne faisait que commencer. Le téléphone a vibré brusquement sur le comptoir. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, puis je l'ai décroché. La voix de Daniel est passée à travers le récepteur, tendue et basse, pressée à travers des dents serrées. Il ne m'a pas salué. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il est allé droit au but, ses mots saccadés, délibérés, mais tremblants sur les bords. Il a dit que quelque chose n'allait pas avec la maison. Il ne savait pas quoi.
exactement. Des lumières qui clignotent, des bruits dans le grenier, des fluctuations de la pression de l'eau. Il a énuméré les événements comme un homme lisant une liste de griefs au tribunal, soucieux de paraître rationnel, mais échouant. Il a dit que cela semblait délibéré. Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé le silence remplir l'espace où l'explication vit habituellement. C'est dans ce silence que les gens se décomposent. Je le savais. J'avais enseigné à travers lui, vécu à travers lui, enterré des êtres chers en lui. Il a recommencé, plus fort cette fois. Le ton est passé de la suspicion à l'accusation. Il voulait savoir si j'avais fait quelque chose, si j'avais trafiqué le câblage, la plomberie, si j'avais laissé une sorte de système de surveillance. L'ironie était amère dans ma gorge. La surveillance était un mot que les gens utilisaient lorsqu'ils se sentaient observés par quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas prouver. Ils voulaient que j'avoue des fantômes. Je ne l'ai pas fait. Je lui ai simplement dit la vérité. La maison était vieille, que des choses étranges se produisaient dans les vieilles maisons, surtout quand les gens les cherchaient. Il m'a raccroché au nez. À 8h15, j'ai reçu un message d'Alison, un email soigneusement composé, plus formel que personnel. Elle a écrit qu'il rencontrait des anomalies dans la maison qui créaient un environnement non idéal pour leur enfant. Elle a mentionné la sécurité. Elle a mentionné la santé. Elle a suggéré que peut-être la maison avait subi une dégradation structurelle ces dernières années et qu'une inspection professionnelle pourrait être justifiée. Je n'ai pas répondu. À 9h03, un autre email est arrivé, celui-ci de son père, Michael. Plus court, moins prudent. Il m'a accusé de mise en danger. Il a dit qu'il avait tout à fait le droit de faire appel aux autorités. Il a utilisé des mots comme environnement toxique, exposition légale et négligence malveillante. C'était une tentative de me déstabiliser, de me provoquer. Mais la provocation nécessite un investissement émotionnel. J'avais depuis longtemps dépassé ce seuil. À 10h12, une voiture est arrivée à la maison du lac. Les capteurs ont signalé un mouvement. 3 hommes sont sortis, un dans une camionnette de marque avec une échelle sur le toit, les 2 autres en veste décontractée, tenant des sacs à outils. Des entrepreneurs, peut-être des électriciens, peut-être des enquêteurs privés habillés comme eux, peu importe. Le système est resté en sommeil. Je l'avais conçu de cette façon. À moins que des entrées spécifiques ne soient déclenchées, ils ne réagiraient pas. Laissez-les regarder, laissez-les scanner les murs, les prises et les panneaux. Ils ne trouveraient rien d'illégal, rien de nuisible. Rien qu'ils ne puissent nommer. J'ai observé de loin, garé à nouveau près de l'ancienne station de garde forestier, où le couvert arboré était assez épais pour masquer la route, mais assez ouvert pour me donner une vue dégagée à travers des jumelles. J'ai noté combien de temps ils sont restés, 73 minutes. Quand ils sont partis, ils n'ont rien emporté. Pas de fils, pas de pièces cassées, pas de preuves, juste des regards perplexes et des questions sans réponse. À midi, je savais que la prochaine étape avait commencé. À 12h47, Daniel a rappelé. Cette fois, il a laissé un message. Il a dit que nous devions parler, que les choses étaient allées trop loin, qu'il ne voulait pas impliquer la police, mais que s'il le devait, il le ferait. Qu'il essayait d'être respectueux, mais que je rendais cela difficile. Il revenait sans cesse au même mot, famille, comme si ce mot signifiait encore quelque chose de fixe, comme s'il n'avait pas été érodé par des années d'absence, de décisions prises sans consultation, de rejets silencieux. J'ai écouté le message 2 fois, non pas pour entendre ces mots, mais pour entendre ce qu'il y avait en dessous, la peur.
Non pas de moi, mais de quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Il pensait qu'il pouvait prendre la maison, s'y installer, y installer son peuple, réutiliser ce qui avait été construit avec des mains qui n'étaient pas les siennes. Et maintenant, la maison résistait. Pas violemment, pas de manière évidente, mais suffisamment. À 14 heures, on a sonné à ma porte en ville. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Daniel debout sur le porche, seul, portant sa frustration comme un costume trop petit. Il n'a pas demandé à entrer. Il a commencé à parler dès que je suis apparu, faisant légèrement les 100 pas, désignant un dossier dans sa main. À l'intérieur se trouvaient des impressions, des journaux d'entretien, de vieux emails entre nous, des captures d'écran de permis électriques. Il a essayé de construire un dossier, une chronologie qui me dépeignait comme instable, vindicatif, irrationnel. Il a mentionné le testament. Il a mentionné mon âge. Il a dit le mot « incapacité », comme s'il le répétait. Je n'ai rien dit. Il a dit qu'ils avaient parlé à un avocat, qu'il pourrait y avoir des motifs pour une réclamation d'urgence de propriété partagée, que, à tout le moins, il pourrait déposer une injonction. Il m'a demandé, une dernière fois, de régler cela raisonnablement. Je lui ai demandé s'il croyait que la maison était dangereuse. Il a hoché la tête. Je lui ai demandé s'il voulait partir. Il a hésité, puis a de nouveau hoché la tête. Je lui ai dit, simplement, qu'il le pouvait. Et puis j'ai fermé la porte. Derrière elle, je me suis appuyé contre le bois et j'ai expiré lentement. La première partie était terminée. Ils avaient nommé leur peur, ils avaient défini leur inconfort. C'était du pouvoir, faire articuler à quelqu'un la chose qu'ils souhaitaient nier. Le reste suivrait. Tout ce que j'avais à faire était de maintenir le système stable, de garder le rythme intact. La maison s'occuperait du reste. Elle n'avait pas besoin de violence. Elle n'avait pas besoin de confrontation. Elle n'avait besoin que de patience. Et j'en avais en abondance. Au moment où les feuilles sont devenues cassantes et oranges le long du trottoir devant ma maison en ville, j'avais déjà construit le deuxième périmètre. Le premier avait été physique, fils, interrupteurs, signaux, ombres. Mais celui-ci serait plus silencieux, plus sec et bien plus difficile à franchir. Il ne serait pas fait de murs ou de verre, mais de papier, signé, notarié, certifié, classé et enregistré. Ce périmètre ne clignoterait pas et ne chuchoterait pas. Il se tiendrait silencieusement dans des tiroirs et des dossiers, dans des classeurs et des coffres-forts de bureaux. Sa force mesurée non pas en volts ou en circuits, mais en lois et en langage. S'ils voulaient contester la propriété, redéfinir l'intention, restructurer la mémoire, alors je leur répondrais par écrit. Tout a commencé par une visite à Russell. Il était plus âgé maintenant que lorsque nous avions partagé une bière sur mon porche il y a près de 10 ans. Mais son esprit était vif et son cynisme avait mûri comme du scotch, plus sombre, plus doux et sans prétention. Il n'a pas posé de questions inutiles. J'ai apporté une enveloppe manille à son bureau dans le vieil édifice du palais de justice, du genre avec des attaches en laiton et une ficelle rouge, et je l'ai posée à plat sur la table entre nous. À l'intérieur se trouvaient des copies de tous les documents pertinents que je possédais. L'acte de propriété de la Maison du Lac, les relevés hypothécaires originaux de 1974, le dernier talon de paiement de 1996, la clause de propriété conjointe entre moi et Marianne, et le dossier de succession complet, traité après son décès. Russell a parcouru les documents lentement. Il a demandé s'il y avait des privilèges, des poursuites, des réclamations secondaires. Je lui ai dit non. Il a hoché la tête et a dit « Alors nous commençons ici ». C'était tout ce dont j'avais besoin. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai travaillé en silence.
Le jour, je m'asseyais à ma table de cuisine ou à la bibliothèque du centre-ville, entouré de dossiers, de codes et de précédents. J'ai lu le droit de la propriété jusqu'à ce que les lignes se brouillent. J'ai surligné des sections. J'ai marqué des pages. J'ai écrit des listes dans les marges. Je n'essayais pas de gagner une dispute. Je construisais une forteresse. La stratégie s'est formée par couches. D'abord, Russell a déposé une déclaration sous serment de réaffirmation de propriété. Un geste redondant mais délibéré, un geste qui signalait la clarté juridique et confirmait les droits de propriété incontestés. Puis est venue une deuxième mesure, la rédaction d'un transfert de propriété révocable à une fiducie caritative que j'avais soigneusement étudiée. Le Minnesota Veterans Healing Fund. Ils acceptaient des dons de terres et de bâtiments et les utilisaient pour des logements de transition, des programmes de rétablissement et des abris à long terme pour les anciens combattants, aux prises avec la réintégration. L'idée m'était venue tranquillement une nuit, en lisant un article de journal sur le sous-financement de l'État et le sans-abrisme des anciens combattants. J'ai imaginé la maison être utilisée à nouveau, mais pas pour des verres de vin et des droits. Je l'ai imaginée remplie d'un silence qui guérit, pas qui hante. J'ai imaginé quelqu'un y trouvant du repos qui n'avait nulle part où aller. Et surtout, je l'ai imaginé protégée. La structure était simple. Je transférerais la propriété à la fiducie, mais je conserverais un domaine viager. Cela signifiait que je pouvais y vivre jusqu'à ma mort. Personne ne pouvait m'expulser, me passer outre ou faire des réclamations de mon vivant. Ensuite, la maison passerait entièrement entre les mains de l'organisation. Daniel et Allison n'hériteraient de rien, ni la structure, ni le terrain, ni le rivage, ni les arbres. Ils se retrouveraient déshérités non pas par vengeance, mais par la paperasse. Non pas effacés, mais simplement absents. Russell s'est assuré que chaque document était à toute épreuve. Il a fait en sorte qu'un évaluateur agréé dépose une évaluation de la propriété. Il a coordonné avec un notaire, un greffier et un contact au palais de justice. Quand je lui ai demandé si c'était excessif, il m'a regardé avec la sévérité tranquille de quelqu'un qui avait enterré trop de clients sous leurs propres hypothèses. « Non, a-t-il dit, c'est un mur, et vous en aurez besoin. » Alors je l'ai construit. Chaque en-tête, chaque signature, chaque cachet notarié est devenu une autre pierre de la structure. J'ai joint mes dossiers médicaux, affirmant ma clarté mentale et ma fonction indépendante. J'ai écrit une déclaration personnelle, 2 pages à la main, expliquant l'intention du don. J'ai fait référence à Marianne. J'ai fait référence à mes années de soins. Je n'ai fait aucune référence à Daniel ou à sa femme ou à leur présence dans la maison. Je ne voulais aucune empreinte émotionnelle, seulement de la clarté. La fiducie a répondu en quelques jours. Ils étaient reconnaissants. Ils ont envoyé une représentante, Angela Morris, la quarantaine, posée, portant une mallette en cuir et une voix comme de l'eau calme. Elle a parcouru mes documents avec moi dans la salle de lecture de la bibliothèque, pointant chaque page, confirmant la logistique, affirmant la transition. Elle a dit qu'il pouvait commencer à préparer le transfert de propriété immédiatement. Quand je lui ai demandé s'ils avaient besoin de temps pour délibérer, elle a secoué la tête doucement. « Nous avons vu pire, » a-t-elle dit. « Nous avons vu plus bruyant. Vous faites cela pour la bonne raison. » Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec la version finale de l'accord. Je l'ai posé à plat sur la table et j'ai regardé la ligne de signature. Elle était vide, en attente. J'ai posé le stylo à côté et j'ai quitté la pièce. J'ai traversé la maison lentement.
Je suis passé par le salon où la lumière des lampadaires filtrait à travers les rideaux comme de l'eau couleur crépuscule. Je suis entré dans le couloir, j'ai touché le coin où Marianne accrochait autrefois ses foulards, et je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte de la pièce, où je gardais ses livres, ses manteaux, ses recettes manuscrites. J'ai regardé autour de moi, non pas pour me souvenir, mais pour affirmer. Tout dans la maison avait déjà rempli sa fonction. Elle avait porté le poids d'une vie. Et maintenant, elle porterait le poids de quelque chose d'autre. Le matin, j'ai signé. Le stylo a bougé régulièrement. Pas d'hésitation, pas de fioriture. Juste de l'encre sur du papier, propre et final. Russell a déposé les documents le même jour. Le greffier du palais de justice a envoyé une confirmation. Le registre public a été mis à jour dans les 48 heures. Le nom de la fiducie est apparu à côté du mien. Ma clause de domaine viager était intégrée dans chaque version. C'était terminé. La maison n'appartenait plus à une lignée d'héritage. Elle appartenait à l'intention. Des murs de papier, silencieux, stables, absolus. Et derrière ces murs, j'ai enfin expiré. Le matin du transfert était froid et sans vent, le genre d'immobilité qui s'installe sur un endroit juste avant la neige. Je me suis réveillé tôt, non pas par nervosité, mais par quelque chose de plus proche de la cérémonie. Il y a des jours dans la vie qui semblent répétés même lorsqu'ils se produisent pour la première fois. Des jours qui avancent avec une finalité si silencieuse que vous ne vous demandez pas si c'est la bonne décision. Vous suivez simplement les étapes que vous avez déjà vécues dans votre esprit. Je me suis habillé avec soin, non pas avec quelque chose de nouveau ou de théâtral, juste avec les vêtements que je portais lorsque j'accompagnais Marianne aux réunions municipales ou aux événements du jour des anciens combattants. Un pantalon en laine, une chemise en flanelle repassée, une veste avec des coudières en velours côtelé qui avait survécu à au moins 2 présidents. J'ai lacé mes chaussures lentement. Chaque mouvement semblait pesant, non pas de doute, mais d'intention. J'ai conduit jusqu'au palais de justice de Duluth avec le dossier sur le siège passager. Il était maintenant scellé, son contenu complet. Transfert de propriété, disposition de domaine viager, formulaire d'exonération fiscale, certification de bénéficiaire caritatif et une lettre de ma part, adressée non pas au tribunal ou à la fiducie, mais à l'avenir, tapée proprement, datée soigneusement, signée à l'encre noire. Au bureau de l'enregistrement, tout s'est déroulé rapidement. Le papier glissait sur les comptoirs. Les tampons claquaient. La greffière, une jeune femme aux cheveux tirés en arrière, et à la voix qui s'élevait à peine au-dessus d'un murmure, a traité les documents avec la grâce détachée de quelqu'un habitué à traiter des débuts et des fins sans avoir besoin d'assister à l'un ou l'autre. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas scié quand elle a vu le nom de la fiducie. Elle a simplement lu, confirmé, enregistré. Russell était là, debout à côté de moi comme une ancre. Il a peu parlé, hochant simplement la tête à chaque étape. Sa présence était un réconfort, non pas parce que j'avais besoin de conseils, mais parce que je respectais les témoins silencieux. Une trop grande partie de ma vie avait été remplie de bruit qui ne menait nulle part. Aujourd'hui, je voulais le silence de la formalité. Le silence qui dit « ceci est important ». Une fois que tout a été signé, notarié et archivé, la greffière m'a remis une copie estampillée pour mes dossiers. Une deuxième copie est allée dans le dossier de la fiducie. La troisième serait téléchargée dans la base de données publiques du comté. D'un seul coup, la maison du lac n'était plus un bien privé. Elle était devenue une promesse publique. Je suis sorti du bâtiment avec le poids de la permanence sur mes épaules. Mais il ne me semblait pas lourd. Il me semblait mérité. L'air était plus froid maintenant, me mordant le visage.
Je suis remonté dans le camion et j'ai roulé vers le nord sans m'arrêter, de retour vers le lac. Les arbres le long de la route se dressaient raides et nus, leurs dernières feuilles s'accrochant aux branches comme de vieilles pensées trop têtues pour tomber. Le ciel était pâle et strié de hauts nuages. Je suis arrivé à la maison juste avant midi. Angela, la représentante de la fiducie, était déjà là. Elle se tenait au bord de l'allée, les bras croisés contre le vent, son expression illisible mais calme. Elle m'a salué d'un signe de tête et rien de plus. J'ai apprécié cela. Les mots avaient déjà été prononcés, les documents avaient déjà parlé plus fort. Nous avons parcouru la propriété ensemble. Je lui ai montré les limites, le petit hangar qui penchait vers l'effondrement, le chemin de pierre qui se fissurait sous le gel, le quai qui gémissait sous les pieds lorsqu'on y marchait trop rapidement. Elle a tout observé avec les yeux de quelqu'un qui n'évaluait pas la valeur, mais la possibilité. À l'intérieur, la maison sentait le cèdre et le vieil hiver. J'avais brièvement ouvert les fenêtres ce matin-là pour laisser entrer l'air frais, mais les murs retenaient encore la mémoire comme une odeur. Nous avons traversé chaque pièce lentement. Elle a pris des notes, non pas avec surprise ou jugement, mais avec un but. Ses pas étaient légers, veillant à ne pas déranger la poussière qui avait recommencé à s'accumuler dans les coins. Elle a posé quelques questions sur l'entretien, quand le toit avait été vérifié pour la dernière fois, si le chauffe-eau avait été remplacé, s'il y avait des problèmes d'accès en hiver. J'ai répondu factuellement. Elle n'a fait aucune remarque sur l'esthétique, aucun commentaire sur la décoration. La maison, pour elle, n'était pas une toile pour le goût personnel. C'était une structure de guérison. Nous avons terminé dans le salon, où la lumière filtrait à travers les mêmes rideaux que Marianne avait cousus il y a des décennies. Angela a regardé autour d'elle, puis le sol, et a dit qu'elle pouvait sentir le calme dans le bois. Je n'ai rien dit. C'était suffisant. Avant de partir, elle m'a remis un dossier avec une lettre de bienvenue du conseil d'administration de la fiducie, un aperçu de leur prochaine visite sur site et un calendrier pour les réparations. Elle m'a assuré que je ne serais pas dérangé. Mon droit de rester, de vivre, de me déplacer librement dans la maison était protégé. Elle a également confirmé que la fiducie publierait une déclaration publique plus tard cette semaine-là. Pas un communiqué de presse, juste une mention discrète dans leur bulletin saisonnier et le bulletin local des anciens combattants. Alors qu'elle s'éloignait en voiture, je suis resté longtemps sur le porche. La route s'étendait dans les deux sens, vide. Aucun son à part le vent dans l'herbe sèche et le doux tic-tac de la lumière du porche contre le bois. J'ai regardé les arbres bouger légèrement, leurs branches nues cliquetant faiblement dans la brise. Tout autour de moi semblait suspendu, non pas dans le temps, mais dans la définition. La maison était mienne, mais plus la mienne. Je vivrais ici, mais je ne mourrais pas en tant que propriétaire. Je ne l'avais pas perdue, je l'avais transmise, et je l'avais fait selon mes propres termes. Plus tard cet après-midi-là, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai déplié à nouveau la lettre, celle que j'avais écrite pour le dossier. Je l'ai relue lentement. Elle n'était pas émotionnelle. Pas un plaidoyer, juste une déclaration du pourquoi. J'avais écrit que cette maison n'avait pas été construite pour l'héritage, mais pour l'usage. Que trop souvent, les familles confondent possession et amour, et mur et héritage. Que j'avais vu l'érosion du sens commencer au moment où le droit est entré par la porte. Qu'en la donnant, j'avais préservé son but. J'ai terminé la lettre par une seule phrase. Que cette maison abrite des gens qui comprennent le silence. Je l'ai repliée dans l'enveloppe et je l'ai remise dans le tiroir du bureau.
Dehors, le ciel est devenu gris-acier. La neige arriverait bientôt. J'ai préparé du thé, j'ai traversé lentement le salon et je me suis assis près de la cheminée. Je ne l'ai pas allumée. J'ai juste écouté. Le plancher a grincé sous moi au même endroit que toujours. La fenêtre a fait un léger tic-tac alors que le froid pressait contre la vitre. La maison regardait toujours, attendait toujours, mais pas pour eux. Elle attendait quelque chose de nouveau. La lettre est arrivée 3 jours après le transfert. Elle a été livrée en main propre, non pas par un coursier, mais par Daniel lui-même. Il n'a pas frappé. Il l'a simplement laissée coincée entre la porte et le cadre, l'enveloppe rigide et blanche contre la peinture verte délavée. Le temps que j'ouvre la porte, il descendait déjà l'allée, les mains dans les poches de son manteau, la tête penchée contre le vent. Il ne s'est pas retourné. À l'intérieur, la lettre était tapée, trop formelle pour la famille, trop émotionnelle pour les affaires. Un étrange hybride d'hostilité polie. Il l'a appelée une proposition pour résoudre un malentendu. Il a fait référence au patrimoine familial. Il a fait appel à la mémoire. Il a parlé d'un espace qui nous appartient à tous en esprit, même si ce n'est pas en nom. Vers la fin, il a dit qu'il apprécierait l'occasion de s'asseoir face à face et de discuter des options avant de recourir à des recours légaux. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai plié 1 fois et je l'ai placé à côté de la théière. Je l'ai laissé là toute la nuit. Le matin, j'ai appelé Russell. Il a dit que c'était attendu. Il a dit que lorsque les gens perdent le contrôle, ils essaient de construire des portes là où il n'y en a pas. Il a conseillé que nous nous rencontrions en terrain neutre avec les documents en main. Rien de verbal, rien d'officieux, tout officiel. Nous avons programmé la réunion pour le jeudi suivant au bureau de Russell. Pas un palais de justice, pas ma maison, pas la leur, une pièce stérile intermédiaire où les voix résonnent doucement sur les cloisons sèches et où l'odeur de tonnées d'imprimante persiste dans l'air. Je suis arrivé le premier. Russell était déjà là, préparant des copies des documents, exposant l'ordre du jour comme un plan militaire. Il a placé un bloc-notes jaune devant moi et m'a dit de ne rien écrire. À 10h04, Daniel est entré avec Allison à ses côtés. Elle portait des lunettes noires malgré le manque de soleil. Sa bouche était figée dans une ligne trop nette pour être polie. Daniel semblait plus mince que je ne me souvenais. Moins sûr de lui, bien qu'il ait essayé de le masquer derrière des gestes tendus et des mots prudents. Ils ont amené un homme avec eux, un avocat, plus jeune que d'eux, avec un sourire en plastique et un classeur en cuir plein de rien. Personne ne s'est serré la main. Russell a commencé par les présentations, puis a exposé le but de la réunion. Il n'y aurait pas de dispute, pas d'appels émotionnels, seulement la vérification, la clarification, l'exposé des faits. Daniel a parlé le premier. Il a dit que la maison avait signifié quelque chose pour sa mère, qu'elle avait toujours eu l'intention qu'elle reste dans la famille, qu'il y avait grandi, que son propre enfant méritait de se construire des souvenirs dans cet espace, que c'était un héritage. Il a utilisé le mot trahison plus d'une fois. Allison a ajouté qu'ils avaient investi du temps et de l'argent dans l'entretien de la propriété, bien qu'elle n'ait pas précisé comment. Elle a mentionné le stress. Elle a mentionné la perturbation. Elle a dit que les événements récents avaient laissé sa famille profondément perturbée. Elle m'a regardé en le disant, mais je n'ai regardé que le stylo de Russell. Puis l'avocat a pris la parole. Il a fait référence à des statuts, des théories de copropriété, la possibilité de contester la compétence mentale au moment du transfert. Il souriait trop souvent. Il a utilisé des expressions comme résolution à l'amiable et règlement accéléré.
Il a fait glisser un papier sur la table avec le mot « médiation » tapé en gras en haut. Russell n'y a pas touché. Au lieu de cela, il a ouvert le dossier contenant le transfert de propriété estampillé. Il l'a posé à plat sur la table. Il l'a suivi de la lettre de confirmation de la fiducie, puis de l'accord de domaine viager, les exonérations fiscales, les documents d'évaluation, les déclarations sous serment notariées, la déclaration personnelle, les calendriers de rendez-vous, chacun placé délibérément, comme des pierres à travers une rivière. Il a parlé avec précision, calme, autorité. Il leur a rappelé que la maison n'était plus une propriété privée, que le transfert était légal, contraignant, irrévocable, que toute tentative de le contester serait accueillie non pas par des arguments, mais par un soutien institutionnel, une défense juridique et tout le poids d'une organisation caritative enregistrée. Il a expliqué que domaine viager signifiait ce qu'il disait. Je pouvais y vivre jusqu'à ma mort. Il ne pouvait pas accéder à la maison. Il ne pouvait pas l'utiliser. Il ne pouvait pas modifier son statut. Il ne pouvait pas entrer sur le terrain, même pour récupérer des objets qu'il prétendait autrefois être les leurs. Il a fait une pause, puis a remis à leur avocat un document d'une seule page. Un avis formel d'interdiction de pénétrer. Signé, copié, classé. Allison s'est agitée sur son siège. Daniel s'est penché en avant, sa voix plus basse maintenant, plus proche de quelque chose qui aurait pu être familier. Il a dit qu'il ne comprenait pas comment je pouvais lui faire ça. Il a demandé si je pensais qu'il était indigne, si je croyais qu'il laisserait la maison tomber en ruine, si je pensais qu'il ne l'aimait pas comme moi. Je n'ai rien dit, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être expliquées aux gens qui voient la mémoire comme un droit, qui confondent le confort avec la propriété, qui croient qu'être né suffit pour hériter du travail des autres. Russell a fermé le dossier et s'est levé. La réunion était terminée. Daniel ne s'est pas levé tout de suite. Il a regardé la table, les papiers, comme s'ils étaient une langue qu'il ne pouvait plus lire. Allison s'est levée rapidement, ses talons claquant sur le sol, son silence plus fort que n'importe quelle accusation. Leur avocat a offert un signe de tête poli. Il n'a rien emporté avec lui. Dehors, le ciel était devenu blanc et lourd. La neige arrivait. Je suis allé à mon camion et je me suis assis derrière le volant, les mains sur le volant pendant un long moment avant de tourner la clé. Je ne me sentais pas vengé. Je ne me sentais pas victorieux. Mais je sentais les murs autour de moi tenir bon, construits non pas de bois ou de fil, mais de mots. Et c'était suffisant. L'hiver s'est installé avec une lente certitude, le genre qui ne s'annonce pas par des blizzards ou des tempêtes, mais qui rampe le long des avant-toits, glace les fenêtres et réduit la terre au silence sous une accumulation constante de blanc. Le lac a gelé tranquillement. Pas de fissures, pas de ruptures bruyantes. Juste une surface épaisse et pâle qui scintillait sous la faible lumière d'un soleil de décembre. Je l'observais chaque matin depuis la fenêtre de la cuisine, en préparant du thé et en me tenant pieds nus sur des carreaux froids, écoutant les craquements d'une maison qui commençait à se tourner vers quelque chose de nouveau. À ce moment-là, les systèmes avaient été démantelés. Les capteurs sont sortis les premiers. Un par un, je les ai retirés de leur cachette, la moulure de la couronne, les luminaires, derrière les plaintes. J'ai gardé un carnet ouvert sur la table et j'ai rayé chaque zone au fur et à mesure que je la dénudais. Les émetteurs de chuchotement, le générateur subsonique, les projecteurs d'ombre, tout a été retiré, mis en boîte et rangé au sous-sol avec un étiquetage soigné et des couvercles scellés. Non pas détruits, juste mis en pause.
Je n'avais pas décidé s'il serait un jour réutilisé. Peut-être qu'il n'en aurait pas besoin. Peut-être que la maison avait fait sa part. Après les systèmes, je me suis tourné vers les fils. Cela a pris plus de temps. Mes doigts, moins stables qu'auparavant, ont parfois tâtonné avec les fils les plus fins. Mais j'ai travaillé patiemment. Je me suis assis en tailleur sur le sol du grenier et j'ai déroulé des bobines de cuivre, la poussière dans mon nez, l'isolant s'accrochant à mon pull. La maison gémissait autour de moi, mais le gémissement semblait différent maintenant, moins accablé, moins vigilant, comme si elle aussi respirait plus facilement. J'ai rebouché les cloisons sèches, repeint les joints, remplacé les ampoules par des ampoules douces et chaudes. J'ai ouvert chaque fenêtre pendant 10 minutes lors d'un rare jour où la température est montée juste au-dessus de 0, laissant l'air intérieur se renouveler. Les rideaux ont dansé dans la brise soudaine, et pendant une brève seconde, je les ai vus bouger comme ils le faisaient lorsque Marianne traversait le couloir, avec les bras chargés de serviettes pliées. Les pièces étaient maintenant plus calmes après cela. J'ai passé l'aspirateur sur les tapis, aéré les placards, brûlé de l'encens de bois de cèdre le soir. J'ai joué de vieux disques de jazz sur le tourne-disque dans le coin. J'ai allumé la cheminée non pas par nécessité, mais parce que le crépitement était sa propre sorte de compagnie. L'odeur de pain brûlé a rempli la maison et a rampé sur les murs comme un souvenir. Un matin, Angela est revenue. Elle est venue avec une autre femme que je n'avais jamais rencontrée, quelqu'un de la fiducie qui avait une formation en logistique et en infrastructure. Elle s'appelait Lucille, et elle portait une écharpe rouge et des gants épais, et a parcouru la propriété avec une sorte de révérence. Elles ne sont pas venues avec des presse-papiers ou des formulaires. Elles sont venues pour voir, pour sentir, pour commencer. Nous avons traversé la maison ensemble. Je leur ai dit quelle pièce avait la meilleure lumière le matin. Je leur ai montré le loquet de la porte moustiquaire qui aimait se coincer sous la pluie. Je leur ai dit que la fenêtre du grenier cliquetait lorsque le vent soufflait de l'ouest. Elles ont écouté. Elles n'ont rien pris. Elles n'ont fait aucune réclamation. Elles n'ont demandé qu'une chose. Pouvais-je être là lorsque les premiers invités arriveraient? J'ai dit oui. Les préparatifs se sont déroulés discrètement. Il n'y a pas eu de construction, pas de rénovation, juste des touches douces, un fauteuil d'occasion dans le coin, lecture de l'étage, une bibliothèque ajoutée à la chambre d'amis, maintenant simplement étiquetée « chambre 2», une nouvelle couche de peinture blanche sur les armoires de cuisine, laissant les vieilles poignées en bois intactes. Le garde-manger a été réapprovisionné avec des choses simples. Riz, thé, lentilles, conserves, farine à pain, flocons d'avoine. J'ai vu le reçu une fois, laissé sur le comptoir par accident. Il était signé par un volontaire de Marrowfield. La maison n'a pas changé. Elle s'est juste ajustée. Dehors, la neige s'est épaissie. L'allée a été déneigée 2 fois par semaine par un homme nommé Curtis, qui ne prononçait jamais plus de 10 mots à la fois. Je l'aimais bien. Il me saluait de la tête à chaque fois, et je lui rendais son salut. Le lac est resté gelé, sa surface marquée par les traces occasionnelles de cerf ou d'un renard courageux. Puis, début janvier, ils sont venus. Les premiers invités sont arrivés juste après le lever du soleil. Une camionnette vert foncé s'est engagée dans l'allée, suivie d'une berline. 3 hommes et une femme sont sortis. Des anciens combattants, tous, comme me l'avait dit Angela. Chacun portait un sac de sport. Chacun regardait la maison non pas avec admiration, mais avec une sorte de prudence inquisitrice, comme s'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir faire confiance à ce qui attendait à l'intérieur.
Je ne les ai pas accueillis à la porte. Ce n'était pas ma place. J'ai regardé depuis la fenêtre, sirotant du thé, alors que Lucille les a rencontrés sur le porche et les a conduits à l'intérieur un par un. Elle se déplaçait lentement, expliquant, montrant, invitant. Les hommes marchaient doucement, comme s'ils avaient peur de laisser des traces. La femme a hésité dans l'embrasure de la porte avant d'entrer. La maison n'a pas résisté. Elle s'est ouverte. Ce soir-là, j'ai de nouveau allumé le feu. De mon siège dans le coin du salon, je pouvais entendre de faibles sons à travers les murs. Des pas, le bruissement du déballage, quelqu'un ouvrant une fenêtre à l'étage. Je n'ai pas écouté aux portes. J'ai juste écouté le rythme de l'habitation revenir. Plus tard cette semaine-là, j'ai croisé l'un des hommes sur le chemin près du quai. Nous n'avons pas parlé. Il regardait le lac, les mains profondément dans les poches de son manteau. Je pouvais voir son souffle contre l'air gris. Il est resté là longtemps. Puis il s'est retourné, m'a fait un signe de tête une fois, et est retourné vers la maison. Quelque chose a changé en moi après cela. Un relâchement. Pour la première fois depuis des mois, je me suis permis de dormir toute la nuit sans me réveiller. La maison n'avait plus besoin de moi pour la garder. Elle avait un nouveau souffle maintenant. Un nouveau silence. Marianne aurait aimé ça. La dernière chose que j'ai faite cette semaine-là a été d'ouvrir une petite boîte en bois que j'avais gardée au fond de mon placard pendant des années. À l'intérieur se trouvaient des photographies, nous construisant la maison en 1974, debout sur le quai avec les cheveux au vent, sirotant du café au soleil du matin. J'en ai choisi 3. Je les ai encadrées simplement. J'en ai placé une dans le couloir, une dans la bibliothèque et une dans la petite alcôve de l'étage où le soleil frappait juste à 10 heures. Je ne les ai pas étiquetées. Je n'ai pas expliqué. Qu'elles soient ce qu'elles étaient, des échos. Des rappels silencieux que quelque chose était venu avant, que quelque chose avait survécu assez longtemps pour redevenir utile. La maison n'était plus la mienne, mais elle faisait ce qu'elle était toujours censée faire. Elle guérissait. Le premier dégel est arrivé sans annonce, pas de fonte spectaculaire ni de chaleur soudaine, juste le son doux du goutte à goutte, quelque part au-delà du porche, régulier et rythmé, comme une horloge qui remonte le temps. Le lac est resté gelé, mais les bords avaient commencé à se détacher, s'infiltrant dans le sol à chaque lever de soleil. Je l'ai remarqué dans la façon dont la neige ne craquait plus, mais s'affaissait sous mes bottes. La maison, toujours à l'écoute des changements subtils, a commencé à respirer différemment. À l'intérieur, l'air sentait faiblement la terre. Les planchers grinçaient moins, les murs semblaient plus chauds, les rideaux bougeaient plus librement, le bois de chauffage brûlait plus vite. Même le vieux fauteuil près de la fenêtre, autrefois rigide et réticent, m'accueillait maintenant avec une douceur qui n'était pas là depuis des années. La maison avait changé, et j'avais changé avec elle. Il n'y a pas eu de moment singulier qui a marqué le point de non-retour. Pas de mot final, pas de conclusion tonitruante. L'irréversibilité n'était pas venue avec le transfert de propriété ou la signature d'un document. Elle s'était infiltrée au fil du temps, de la même manière que le silence remplace la dispute, de la même manière que la poussière se dépose sur un espace autrefois contesté. Vous ne le voyez pas arriver. Mais un jour vous vous réveillez, et le chemin derrière vous a disparu. Un matin, j'ai ouvert le tiroir du bureau du couloir et j'ai trouvé les clés originales de la maison du lac. Celles que Daniel avait utilisées lorsqu'il visitait avec sincérité, avant que la propriété ne devienne une négociation,
avant que la mémoire ne devienne un territoire. Je les ai retournées dans ma main. Elles n'avaient plus de poids, juste une forme. Elles n'ouvraient plus rien qui avait besoin d'être ouvert. Pourtant, je les ai placées dans une enveloppe et je les ai laissées dans une boîte étiquetée « Archives ». J'ai écrit la date sur le rabat. Je ne l'ai pas scellée. Plus tard cette semaine-là, une lettre est arrivée. Elle venait de Daniel, non pas imprimée ou tapée, mais écrite de sa main. La même écriture carrée et soignée qu'il utilisait enfant pour copier des mots d'orthographe. Il n'a rien demandé. Il n'a pas accusé. Il a écrit qu'il était passé en voiture près du lac le week-end précédent, qu'il avait vu la camionnette garée devant, les lumières allumées à l'étage, la fumée s'élevant de la cheminée. Il a dit que la maison avait l'air différente. Il a dit qu'il comprenait maintenant. Il a écrit qu'il n'avait pas su à quel point il était construit autour de l'idée d'en être un jour propriétaire. Non pas y vivre, non pas l'utiliser, juste la posséder. Et que lorsqu'il est devenu clair que cela n'arriverait jamais, quelque chose en lui s'est brisé, mais pas par la perte, par la fin de l'illusion. Il a dit qu'il ne m'en voulait plus, que peut-être, avec le temps, il en serait même reconnaissant. Je n'ai pas répondu. Certaines choses n'ont pas besoin de réponse. Certaines choses ne nécessitent qu'une reconnaissance. J'ai plié la lettre et je l'ai placée à côté des autres que j'avais gardées, pas beaucoup, mais assez pour savoir que même le silence a une trace écrite. Les invités ont continué d'arriver, une camionnette à la fois, un week-end après l'autre. Des anciens combattants aux yeux qui en avaient trop vu. Certains sont restés quelques jours, d'autres sont restés plus longtemps. Ils parcouraient la propriété tôt le matin, leurs bottes laissant de profondes traces dans la neige. Ils s'asseyaient sur le quai même lorsque le lac était encore gelé, respirant le froid et laissant le vent chasser quelque chose d'innommé de leurs poumons. Je suis resté à distance. Je n'ai pas interféré, mais j'étais présent. Chaque soir, j'allumais une seule lampe dans la salle de lecture et je laissais la porte ouverte. Certains entraient, d'autres non. Ceux qui le faisaient parlaient rarement. Ils s'asseyaient dans le fauteuil ou près de la fenêtre. Ils prenaient un livre, lisaient parfois une page ou deux, puis le tenaient simplement dans leurs mains, comme quelque chose de stable. De temps en temps, l'un d'eux me faisait un signe de tête en partant. Un petit geste. Suffisant. La maison a tout absorbé. La douleur, le silence, la libération. Elle a pris chaque souffle et n'a rien rendu d'autre que l'immobilité. Le genre d'immobilité qui ne semble pas vide mais pleine. Le genre qui fait de la place pour la guérison, non pas en guérissant, mais en tenant. Cette maison, notre maison, maintenant plus la mienne, était devenue ce que je n'aurais jamais cru qu'elle puisse être. Pas un endroit où se cacher, pas un monument à une vie perdue, mais un passage. Elle avait dépassé la propriété, dépassé l'héritage. Elle existait maintenant sous sa forme la plus vraie, fonction sans ego, abri sans récit. Un après-midi, je suis descendu seul au quai. La glace sur le lac s'était amincie jusqu'à devenir une fine membrane de verre, frissonnant sous le poids du vent. Je me suis assis sur le banc que Marianne et moi avions construit ensemble, le bois usé et lisse par des années de soleil et de neige. J'ai regardé l'eau et je n'ai pensé à rien. C'était le miracle. Il n'y a pas eu de grande réflexion, pas de conclusion cinématographique. Juste le silence. Avant de rentrer, j'ai laissé quelque chose sur le banc. Une photo de la maison prise depuis le rivage, encadrée dans un morceau de bois flotté que nous avions trouvé l'année après la réfection du toit. Je l'ai placée là sans note, sans nom. Elle resterait ou non. De toute façon,
Elle appartenait maintenant au moment présent. Ce soir-là, j'ai placé la copie finale de l'acte de propriété, la lettre de bienvenue de la fiducie et l'accord de transfert dans une boîte ignifuge dans le placard du couloir. Je l'ai étiqueté non pas avec mon nom, mais avec les coordonnées de la maison. Non pas par secret, mais par vérité. Les noms s'effacent, les coordonnées restent. L'irréversibilité ne signifie pas la perte. Elle signifie l'arrivée. L'arrivée à un point au-delà duquel il n'est plus nécessaire de regarder en arrière. Je me suis endormi avec la fenêtre entr'ouverte et le son du vent doux se déplaçant à travers les arbres. La maison n'a pas parlé. Elle avait déjà tout dit.